crois que notre admiration pour les... je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblo, les Clarence Brown, provocatrice. On met en prison. Merci de faire peur. Rome's burning. He sees the check. E allora succede questo, che voglio Voilà. Là je crois que ça y est. Enfin cette pellicule est dans mes mains. À quelques mètres, on va enfin pouvoir découvrir ce nouveau chef-d'œuvre. Découvert dans une cambrousse perdue. C'est-à-dire parce que ben là c'est la toute dernière bobine, le tout dernier, sans doute le nouveau. Enfin, c'est quoi? C'est ton dernier film? je crois que c'est plus que mon dernier film. C'est le film qui va marquer l'éternité. Ouais. D'accord. Bon, après, chacun ses films, mais C'est quoi? C'est du 35? c'est du 35 scope. Ouais. Moi j'aime bien le. Là j'ai plus la dernière fois, là j'ai. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai eu ce qu'il faut, mais là il faut y aller celui-là parce que j'ai hâte de voir ce fameuse pellicule de l'or en bombe. Ah. Putain, j'arrive pas du tout avec cette échelle. Merde! Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Et ben. Ici c'est mon. Enfin, je cherche des trucs pour mes prochains films. Des films. Des films. Pas des. Pour des films quoi. Des idées de films, des inspirations, c'est mon. C'est ici que tu réfléchis? Ouais. Et Je fais des. enfin, tu prends pas. Apparemment, tu prends pas de notes. Ça se passe. Tu laisses les idées venir et puis Oui. après tu rentres chez toi, t'écris. Enfin, ça s'organise comment? Souvent.
c'est les idées que je retiens qui sont les bonnes. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Si j'ai une idée et que j'oublie cette idée, eh ben c'était pas une bonne idée. D'accord. Alors, les idées que je retiens, c'est parce que ce sont des bonnes idées. Alors c'est pour ça que je les retiens. Donc, je les retienne. Faut faire une conjugaison. On Donc, dit une idée, on les retienne. Non, on les retient. On les retient. C'est une caméra quoi? C'est une 16? Non, c'est une caméra Super 8. D'accord. Une caméra, la Niso S800, qui est une très fabuleuse caméra, une caméra culte même, une caméra de référence. Et puis au-delà de ça, pour moi, elle a une valeur sentimentale et extrêmement importante parce que c'est une personne qui m'est très chère qui me l'a donnée. Une personne qui a disparu, qui est morte maintenant, et qui du coup j'honore sa mémoire en l'ayant. C'est quelqu'un qui faisait des films exceptionnels et j'ai toujours énormément apprécié son travail. C'est mon mentor. Donc là tu es en train de nous parler de Jean-Pierre Bertrand, c'est ça, non? Exactement. D'accord. Jean-Pierre Bertrand, paix à son âme, qui m'a offert de sa main, avec ses mots, cette caméra Super 8. Tu vois, j'aime bien ce paysage là. C'est un endroit où j'aime venir souvent me recueillir ici parce que et filmer un peu tous les jours, à des saisons différentes, des moments de la journée différents, voir les reflets comme ça sur les fenêtres, sur la rouille qui change de couleur, qui est plus prégnante le soir au soleil et en même temps à midi qui éclate d'un aspect orange comme ça, très fort, très beau. Et du coup, je viens régulièrement ici pour filmer avec ma petite caméra Super 8. Toujours la caméra que t'as offert Jean-Pierre Bertrand. Oui. Bah, ce sera jamais une autre. C'est celle-là. Alors du coup, j'arrive comme ça, puis je fais... Attends, tu peux le refaire, j'ai pas... Ouais, avec plaisir. J'aime bien faire... mine de rien, comme ça, un petit peu hop, hop, puis hop. Un peu Et là, cow-boy je quoi. fais- Ouais. C'est ton côté cow-boy. Ouais, non, j'aime bien le côté cowboy comme ça, là. Oh merde! Oh putain! Donc là Et- tu cherches quoi en fait? Ben, c'est cette scène de film parce qu'on a Ah fait oui. quand même une chorégraphie avec des pingouins, des flamants roses et on a bossé pendant très longtemps dessus. Et sur... je sais plus quelle c'est. Ça c'est là. Et justement, la scène du film a eu un prix. Le film n'a pas eu de prix, il n'a pas du tout marché, mais cette scène-là a eu un cette prix. scène a eu un prix spécifiquement parce que c'est quelque chose qui n'a absolument jamais été vu nulle part. Enfin, si, après on peut le faire en image de synthèse. Hein, Mais c'était quoi? C'était un film scientifique? C'était c'était une fiction toute bête ou... C'était un peu un film introspectif. Que je sais que j'avais passé beaucoup de temps un peu enfermé avec des gens et ça m'avait... Et du coup, il y avait cette idée d'enfermement dans le zoo, comme une sorte de prison, et en même temps, dans les zoos, il y a une forme de société. Je veux dire, la société de la nature, elle existe. Il y a les tigres, carnivores, les hippopotames, les girafes qui mangent des feuilles d'arbres. Ouais. Et je voulais montrer que Las Vegas, finalement, c'était un zoo géant. Ah oui d'accord, Et donc que chacun des animaux du zoo reprenait un rôle qu'une personne, un humain normal, vivait à Las Vegas. Donc à D'accord. Las Vegas, c'est les grands casinos, c'est les spectacles comme de gens qui dansent avec la musique, et puis les smokings et tout ça, et puis les gens qui jouent, qui sont enfermés dans un truc où il y a un fonctionnement qui les enferme encore plus parce qu'ils veulent jouer et gagner de l'argent, mais ce qu'ils veulent c'est jouer, c'est pas gagner de l'argent. Et du coup, ils sont dans cette sorte de spirale comme ça, et les zoos, c'est ça, je veux dire, les gens qui visitent les zoos, je l'ai foutu où tout ça. Ouais, j'aimerais bien le voir. Hein. C'est exceptionnel, puis le montage est bien réussi, j'ai bossé avec un chef-op pour l'occasion. Tu l'as pas en DVD celui-là quand même? On a fait des essais avec non, j'ai pas en DVD, mais j'en ai fait des essais avec des animaux empaillés.
que j'avais mis des bouts de fer dedans pour pouvoir les animer comme ça. Bah, essaie de le trouver quand même, ce serait plus simple qu'on puisse en montrer un. Puis pour le documentaire, c'est mieux qu'on en montre un extrait. Je vais chercher, ouais. Ok. Je le cherche. Je vais mettre là ça. Ça avoir un meilleur accès au truc. Bah écoute, Et, attends, je coupe pour l'instant, puis. Mascaré. Ouais, bon, bah, je trouve. Ouais, bon. Lutte pour la vie, non? Vas-y. Non, mais si tu veux, fais-toi un café, je vais le. Ok. Je reviendrai. Bon, je coupe. Donc en fait, t'as un fou de vélo, quoi. Ouais, je bricole, quoi, je bricole. J'aime bien fabriquer des trucs. C'est bon, ça se passe bien le ménage? Ouais, ça va. Bon. Bon, bah c'est bien, ça va être propre maintenant parce que là c'était pas bien propre. Là c'est ah oui, eh oui. Non mais oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu y donner un petit coup quoi. Ouais. Et ouais. D'accord. Bah ici ça va être le futur maquette de plan d'ensemble de ville pour le prochain film. On va fabriquer ici. Donc en fait on a un terrain en L, bon on le voit pas bien, mais pour que le plateau soit carré et qu'on puisse accéder de deux endroits de manière complètement autonome. D'accord, donc ici c'est. En fait, c'est un lieu de tournage. Oui. Enfin, Et là, c'est un plateau en préparation. Oui, voilà. Et là, Monsieur Vial, c'est lui qui entretient le lieu un petit peu, il s'occupe de tout. Et donc là, on commence la semaine prochaine, là. D'accord. Dardar. Moi, j'aurais fini de tourner d'ici là, donc je pourrais pas revenir pour filmer pendant le tournage. Ok. Mais bon, on aurait vu un petit bout. C'est déjà. Donc on se pose là pour l'interview? Je sais pas, comme tu veux. Ouais, ça me va. Bah, Jean-Pierre Bertrand en Fosbury. D'accord. Mon deuxième film. Et il joue le rôle d'un sportif. Voilà. T'as toujours aimé travailler autour du sport? On parlait tout à l'heure de cette fiction là, avec Jean-Bernard Puy autour de ce footballeur. Mm-hmm. Là donc dans ce film, Jean-Pierre Bertrand est athlète. Moi je l'ai pas vu ce film. C'est un film fictionnel sur la presque science-fiction, je dirais, presque science-fiction. C'est dans l'idée que là on suit l'histoire d'un sportif, donc un sportif de haut niveau qui donc dans la compétition, et c'est le début de la professionnalisation des sportifs. Et là ce que je voulais aborder, c'était dans la partie un peu science-fiction futuriste, malgré le fait que la professionnalisation du sport s'est effectuée dans les années 70. C'était que ce personnage qui fait du saut en hauteur et du saut en longueur aussi. En même temps? Non, pas en même temps, de manière alternative, c'est ses épreuves principales dans lesquelles il est en compétition en général. Là, se retrouve confronté à une sorte de mafia souterraine qui offre des drogues aux sportifs pour être plus forts. Alors on va me dire, bon, c'est encore un film sur la dénonciation, encore un film politique. Et là encore, au-delà, il y a cet aspect politique très fort au début et qui vrille à la découverte d'un certain nombre de sportifs qui ont servi de cobayes, en fait, des sortes de sportifs qui ont testé qui ont eu des drogues à un moment donné pour améliorer leur performance. Donc là on le sait surtout en Europe de l'Est. Ça, on l'a su. Surtout en Europe de l'Est, et finalement là c'est un film qui se déroule en France et certaines de mes sources ne sont pas complètement fausses, mais l'aspect futuriste, c'est que la plupart des sportifs qui n'ont pas réussi, qui ont été pourtant drogués, donc on se retrouvait sans travail parce que certains n'ont pas réussi à devenir les meilleurs, d'autres ont tout simplement se sont fait choper au moment d'un test antidopage et du coup sont virés des clubs. Puis j'imagine qu'il y en a un paquet qui ont morflé complètement Mais suite à l'ingestion de
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces sportifs qui se retrouvent complètement du jour au lendemain sans travail, parce que c'était quand même leur travail principal, professionnalisation, etc., se retrouvent à la rue, sont rembauchés par ces laboratoires chelous pour tester les nouvelles drogues. Donc ils deviennent des cobayes. Mais vu que c'est un emploi complètement Flou. souterrain, Ouais. la plupart se retrouvent complètement déformés, de véritables monstres, qui ont des sortes de pouvoirs surnaturels que les humains eux-mêmes n'ont pas, et qui deviennent donc des sortes de gardes du corps extrêmement globuleux et dangereux et totalement instables. Et ce sportif donc se retrouve confronté un peu à cette masse souterraine comme ça et décide de vouloir les dénoncer un peu à la Patrick Devers dans 1000 milliards. Donc il essaie de le dénoncer auprès des médias. 1000 milliards, c'est pas de toi, ça. Non, ça, pas c'est un pas film toi, de d'accord. moi, Pardon. Non, c'est un parce que film je où- connais pas. non, c'est un film. D'accord, donc un quasi-documentaire, presque science-fictionnel, politique et gore en même temps. Et disons gore qui tend vers la chose de super-héros fantastique, quand même film d'action, suspense, course-poursuite, tension énorme, enfin. Donc un court-métrage de 5 minutes qui a eu un succès relatif, mais qui avait quand même fait. Enfin, il a eu un succès relatif parce que ça dérangeait beaucoup à cette époque-là. C'était donc quand j'avais 17 ans, donc c'était il y a 3 ans. Mais ça pas. Ça aurait pu mieux marcher si les gens avaient moins peur, je pense. En même temps, tu as eu le mérite de l'avoir fait, et puis c'est tellement pas dans des perspectives de grande diffusion que, bon, quand tu parles de succès, c'est toujours relatif. Finalement, le succès, c'est que ce film ait pu exister, c'est qu'on puisse en parler aujourd'hui, et que ça a dérangé. Et déjà, si ça en a gêné plus d'un, quelque part, c'est là où tu as peut-être réussi à battre un mur. Ouais. Peut-être que pour finir ce documentaire, on pourrait, je pense que tu serais d'accord, finir sur un gros plan sur le visage de Jean-Pierre Bertrand, ton mentor. Oui. Ami, réalisateur, comédien. Et chose qu'on savait moins, c'est athlète. Jean-Pierre Bertrand.